professeur, par conséquent, le propos ne va pas être très diplomatique. Je vais être direct dans mes propos pour une raison simple, c'est qu'on peut aller directement à l'essentiel. On ne va pas revenir sur 70 ans de guerre, sur 70 ans de situation concernant le peuple palestinien, concernant le territoire palestinien, concernant cette situation unique au monde, où un pays à qui un territoire n'appartient pas le cède à un autre pays qui n'avait aucun droit sur ce territoire. C'est-à-dire, je parle des Anglais, ils cèdent ce territoire ce qu'on appelle le peuple juif, parce que ce terme n'existe que dans le propos de Theodor Herzl, parce que c'est lui qui a été le premier qui contemplait dans des dossiers la question du sémitisme et du sionisme. Il vous piège, les avocats des organisations sionistes, de vous dire « Ah, vous êtes en train de parler du peuple juif, alors que moi je ne parle pas du peuple juif. » Le seul et le premier qui a parlé du peuple juif, c'est Theodor Herzl, pour se distinguer des autres peuples du monde en réalité. Si l'on doit parler historiquement de cette question-là, la notion n'existe pas. Si ce n'est, si on doit revenir vers l'Antiquité, Bani Israël, ça veut dire les enfants d'Israël. Mais ce n'est pas le peuple juif, dans le sens moderne du terme, si j'ose dire. Ce terme n'existe pas, n'a existé que depuis la fin du Xe siècle, à travers les propos qui ont été tenus au cours de ce qu'on a appelé la conférence de Bâle, où aucun juif occidental ne voulait parler d'une organisation sioniste, aucun. Et c'est pour ça qu'entre guillemets, ils sont enfuis à Bâle, parce que les juifs allemands n'en voulaient pas, les juifs français n'en voulaient pas, et ils ont été se cacher, si j'ose dire, à Bâle pour créer la première conférence qui a été organisée par Theodor Herzl, parce que personne ne l'aimait à l'époque, et personne ne comprenait ce qu'il était en train de ficher dans cette histoire-là. Je ne veux pas revenir à cette époque-là, on va revenir tout simplement à une situation beaucoup plus récente. Et puis ensuite, si vous me permettez, je rentre dans ce qu'on appelle la géopolitique de la région. La première question qui est posée aujourd'hui, c'est comment nous sommes arrivés à cette situation-là. Vous avez un peuple qui se trouvait déplacé au cours des années 40 à 50 jusqu'à 67. Des mouvements de déplacement de population ont eu lieu. Et, bien entendu, l'essentiel, si j'ose dire, de la population palestinienne a été déplacée vers les pays voisins en disant « demain, vous reviendrez ». Et les pays arabes se sont engagés avec leur stupidité habituelle, et je ne suis pas tendre, je le reconnais, mais je peux me le permettre, en disant « ne vous inquiétez pas, on va vous mettre dans des camps, mais demain, vous reviendrez ». Et ça dure depuis 70 ans. Et finalement, en réalité, mis à part, si j'ose dire, le clan, vous m'autorisez, monsieur l'ambassadeur, de le dire, qui était autour d'Arafat, quand il est retourné vers les territoires occupés, personne n'y est retourné. Il y avait juste un petit clan autour de lui qui ont été autorisés à retourner en disant « Allez, on va laisser à Yasser Arafat, le président Arafat, pour ceux qui préfèrent utiliser ce terme-là, retourner au pays pour créer le premier gouvernement. » Et puis finalement, ça n'a strictement rien donné. Pourquoi ça n'a rien donné? Je vais être brutal, parce que personne n'avait l'intention de laisser créer un État palestinien. C'était des espèces de chimères qu'on a laissées au peuple palestinien, en disant « vous allez avoir votre État », mais d'ores et déjà, les moyens ont été mis en œuvre pour qu'il n'y en ait pas. Ça, c'est la réalité. Il y a un écrivain qui était un grand reporter dans France 2, qui s'appelle Anderlin. Anderlin a écrit un livre sur cette situation-là, et il dit tout simplement en conclusion, Charles Anderlin, et qui a été traité d'antisémite par la suite parce qu'il a dit les 4 vérités, et pourtant il est juif, on finit par lui dire que vous êtes antisémite, il est poursuivi pour ça, hein. Il a été poursuivi pour ça. C'est ça l'absurdité de la situation, c'est-à-dire quand on n'est pas d'accord, vous êtes traité d'antisémite, quelle que soit votre religion, y compris si vous êtes juif. Et Anderlin dit en conclusion qu'il y a eu tellement de colonies qu'aujourd'hui, démographiquement, c'est juste plus possible. C'est juste plus possible d'avoir un État palestinien, quel qu'il soit, quelle que soit sa taille. C'est juste plus possible. Et c'est pour ça que je vous le dis, avec la brutalité qui caractérise parfois mon caractère, parce que aujourd'hui,
Je ne suis pas en train je dirais, de dégoûter, si je veux dire, monsieur l'ambassadeur, parce qu'il faut entendre jusqu'au bout ce que je vais dire. Et on arrive à quelle situation? On arrive à une situation que nous connaissons actuellement, c'est-à-dire vous avez la bande de Gaza qui est encerclée, mais qui est devenue de facto le fer de lance de toute résistance palestinienne. Et ça a inversé la tendance par rapport au morcellement des factions palestiniennes qui voulaient chacune lutter de son côté pour aboutir à la création de l'État palestinien. Finalement, ces factions se trouvent aujourd'hui neutralisées de facto. Elles n'existent en réalité qu'à l'extérieur du territoire de la Palestine, c'est-à-dire dans les camps de réfugiés, en tout cas c'est comme ça qu'on les appelle, au Liban, en Syrie, en Jordanie. On va voir FPLP, FLP, le Fatah, ACFA, etc. On va trouver tout le monde. Mais à l'intérieur du territoire palestinien, aujourd'hui, ceux qui parlent, en réalité, sont deux organisations. Le djihad islamique et le Hamas. Si on veut être concret, encore une fois, pas de langage diplomatique. Si vous voulez qu'on parle en langage diplomatique, j'aurais dit l'OLP, c'est la première puissance palestinienne dans la région. Et en réalité, l'OLP, malheureusement, pour les militants de cette organisation, se trouvent dépassés par ceux qui prônent la solution armée. Mais en réalité, posons-nous la question de pourquoi on est arrivé là. Parce que ces organisations se sont trouvées de facto devant un couloir, pour ne pas dire un boulevard, qui a été ouvert par l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne a tout fait pour qu'il y ait des négociations, a cédé sur beaucoup de points, depuis les accords d'Oslo jusqu'à maintenant, y compris les accords sur la sécurité d'Israël. C'est-à-dire ce sont la sécurité, la police palestinienne et les services secrets palestiniens qui fournissent, même aujourd'hui, des renseignements sur certains militants palestiniens au profit des Israéliens. C'est ça la réalité. Que ça nous plaise ou pas, c'est la situation actuelle. Et du coup, vous avez une population qui dit vous avez cédé, vous avez concédé des droits qui nous appartiennent, vous avez accepté des choses qu'on n'aurait pas dû accepter, et malgré tout, on n'a pas notre État. On n'a pas notre indépendance, on n'a pas notre territoire d'illimité géographiquement, c'est-à-dire la nation dans le sens moderne du terme, peuple, territoire et souveraineté. On n'a pas de souveraineté, on n'a pas de peuple bien déterminé à un endroit bien défini, et on n'a pas je dirais, de reconnaissance internationale. Mis à part la résolution de l'ONU qui reconnaît l'existence de deux États, mais il ne dit pas où est le deuxième. C'est ça qui est formidable. Si, depuis le début, ils ont dit, ben, vous êtes là à gauche et les autres sont à droite, les Palestiniens auraient gardé alors le côté droit de la Palestine ou le côté gauche, ça dépend de la solution. Mais non, on a dit, Israël, c'est à cet endroit-là. Mais l'autre, ça serait l'État palestinien. C'est ça qui est formidable dans le droit international, où on définit pour un État, mais pas pour l'autre. Même si les autres ont dit oui, mais on n'est pas d'accord, mais laissez-les déjà là, et on verra plus tard. L'autre côté qui était censé être pour les Palestiniens n'a jamais été laissé aux Palestiniens. Et les Israéliens ont fait tout simplement du grignotage au fur et à mesure jusqu'à aujourd'hui. Et quand on voit les plans qui circulent sur Internet, mais qui circulent partout, qui sont des plans connus de tous, l'État, le territoire palestinien avant 1948 et l'État palestinien aujourd'hui, il n'y a aucune ressemblance. C'est-à-dire là, vous aviez quelques taches vertes, si j'ose dire, où il y avait la population, on va dire, dans le sens moderne du terme, où il y avait une présence juive. Aujourd'hui, si vous prenez la carte d'aujourd'hui, il y a la présence juive partout, à travers des colonies qui ont été éparpillées à travers l'ensemble du territoire, à l'exception de Gaza, mais l'ensemble du territoire. Et il ne restait plus rien. Et c'est la raison pour laquelle que Charles Anderlin, il dit qu'il n'y a plus de solution possible sur le plan de deux États. Et vous avez à ce moment-là un acteur majeur dans la région, pour parler géopolitique maintenant, qui dit, c'était hier, je crée la journée d'Al-Quds. C'est-à-dire, je vais être le premier à défendre Jérusalem comme étant l'État, la capitale de la Palestine. Et je vais la revendiquer comme étant une situation sacrée. Je vais la sacraliser et je vais la rendre comme objet de lutte
pas seulement des Palestiniens. Je vais me joindre à cette lutte. C'était le même Khomeini. On peut considérer pour certains c'était un coup de bluff ou pas. Certains pourraient en rire et d'autres pas. Moi, personnellement, je trouve objectivement que depuis cette date-là, c'est une date marquante pour moi, pour tout ce qui est transformation de la question de la lutte palestinienne. Au départ, c'était des actions qui devaient partir des pays où il y avait des réfugiés et qui devaient se diriger vers la Palestine. À travers des alliances avec tel pays arabe, tantôt avec l'Irak, tantôt avec la Libye, tantôt avec la Syrie. Ça n'a strictement rien donné. La preuve, c'est la situation actuelle. Les premiers qui ont signé avec les accords d'Abraham, ce sont les pays arabes. Ceux qui finançaient par le passé les Palestiniens. Et ils continuent de financer au demeurant. Ils continuent de financer l'autorité palestinienne. Parce que sans cette aide-là, l'autorité ne pourra pas fonctionner. Vous me corrigez, monsieur l'ambassadeur. Et à partir de là, comment on fait? Vous avez deux solutions. Vous avez la solution armée, ou vous avez la solution d'oublier votre identité et de dire les Palestiniens vont fondre dans la masse. Et ils deviennent des citoyens du monde. La situation actuelle est une évolution que j'appellerais extraordinaire pour la Palestine et pour le peuple palestinien. Je ne suis pas en train de faire des annonces à travers mes convictions profondes, non, ça n'a rien à voir avec mes convictions, je les mets de côté même. Vous avez des changements démographiques. La population palestinienne grossit, la population israélienne s'éparpille, mais ne grossit pas nécessairement, parce que cette population a atteint ses limites en matière d'immigration. Ils ont cherché, si j'ose dire, tous ceux qui peuvent ou qui souhaitent venir à travers des contextes ou les prétextes religieux, les aléas, etc., pour revenir, vous pouvez vous installer, ça c'est votre pays de retour, etc. Israël a atteint ses limites. Alors que la démographie palestinienne augmente, y compris en territoire occupé, les territoires de 48 et à Gaza. La démographie joue du côté palestinien. Le rapport de force actuellement, il n'est pas nécessairement du côté palestinien. En revanche, le rapport de force ou des forces sur le plan régional est différent. Je peux vous surprendre. Il y avait, au cours des dernières années, un certain nombre de changements. La guerre du Golfe devait aboutir à une solution au Moyen-Orient, et d'abord c'était le début, si je veux dire, les prémices des accords d'Oslo. Et puis finalement les Américains n'ont pas été jusqu'au bout. Alors ils étaient les seuls, parce que c'est à l'époque, on était dans un régime unilatéral, il n'y avait que les Américains qui pouvaient décider. L'Union soviétique venait de tomber, il ne restait plus rien, il ne restait que les Américains. En 1991, ils auraient pu imposer une solution en disant, les deux États, les Israéliens, vous calmez, vous mettez à cet endroit-là, vous laissez les Palestiniens vivre comme ça. Ça n'a pas été fait. C'est une déception. On leur a dit, acceptez au fur et à mesure jusqu'aux négociations à Camp David, et ça n'a rien donné. Parce qu'il y a eu des négociations, notamment, sur 3 questions, et parmi lesquelles c'était Jérusalem. Parce que les Israéliens ne voulaient pas céder sur ce point-là. Et la deuxième question, c'était le retour des réfugiés. Et ce n'était que l'application de droit international. J'avais imaginé que l'un des confrères allait intervenir sur cette question de droit international. Cette question de droit international, encore une fois, on est hors la loi internationale. Vraiment hors la loi. Parce qu'ils ne veulent pas du retour des réfugiés. Ils veulent leur donner de l'argent. Et qui financerait ça? C'est les pays arabes. Suivez mon regard. C'est ça. Ça, c'est la réalité. Vous voulez qu'on parle en langage diplomatique? On peut. Mais la question était posée de manière financière, on leur fiche la paix, on les laisse là où ils sont et on leur donne l'argent par tête. C'était compté par tête. Combien de têtes palestiniennes et au Liban, on va leur donner tant, ou en Syrie, ça va être tant, etc. Ça, c'est la réalité. C'est-à-dire, vous négociez par rapport à une population qui a été déplacée
à travers le montant en dollars. Et à partir du moment où on n'offrait plus de solution politique, vous offrez quoi à cette population? Il reste que la lutte. Aujourd'hui, il y a une sacrée modification dans les 3 territoires, moi je les appelle. Les 4 pas occupés, c'est-à-dire qui étaient sous l'autorité palestinienne, ou qui est toujours théoriquement sous l'autorité palestinienne, la bande de Gaza et les territoires de 48. Dans tous ces territoires-là, il y a un phénomène qui me paraît fondamental pour expliquer ce qui va se passer après, c'est qu'il y a un refus total maintenant de l'occupation. C'est-à-dire nous ne sommes plus devant des quasi-citoyens israéliens, notamment dans les territoires de 48, on les considérait comme des citoyens, mais citoyens de seconde zone, mais ils avaient la carte d'identité israélienne, ou ils ont toujours cette carte d'identité, mais même ceux-là ne veulent plus de cette reconnaissance. Les derniers événements qui ont eu lieu dans ces territoires-là ont démontré qu'il y a un mouvement très fort. Il y a des villes qui ont été vidées de leurs habitants israéliens, notamment Lod. On n'a peut-être pas les mêmes informations là. Il y a eu au moins 2 villes qui ont été vidées pendant les quelques jours d'événements en territoire occupé. Et il ne restait que les Palestiniens parce que les autres ont fui par peur de ce qui allait se passer. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, le rapport de force à l'intérieur, on peut en penser ce qu'on veut. Il est comme ça. Les territoires occupés, c'est-à-dire les territoires qui sont sous l'autorité palestinienne, il y a une méfiance par rapport à l'autorité palestinienne, n'en déplaise à l'autorité palestinienne, parce qu'il y a cette ambivalence dans l'autorité palestinienne, c'est-à-dire on veut travailler pour créer un État, on veut travailler pour créer un gouvernement, et le premier qui impose c'est Abbas, et derrière vous avez une population qui en a marre, et qui dit, vous ne me donnez pas encore de perspective. Un peuple sans perspective, c'est un peuple, soit il est voué au désespoir, soit à la violence. Et de plus en plus de candidats, que j'appelle des commandos individuels, c'est-à-dire non contrôlés, commettent des actes pour montrer qu'ils sont capables de porter atteinte à la présence israélienne, soit proche, soit même éloignée, c'est-à-dire aller jusqu'à Tel Aviv pour commettre des attentats ou commettre des actions violentes contre l'armée, la police, etc. Ce sont des réalités. Et le troisième, c'est la bande de Gaza. La bande de Gaza est devenue, pour les Israéliens, une no man's land. C'est-à-dire, pour eux, ils ne peuvent pas s'en approcher. Pour une raison simple. Parce qu'il s'est imposé sur place la théorie de la terreur réciproque. Tu me fais peur, je te fais peur. Tu me terrorises, tu terrorises. Tu m'envoies des missiles, je t'envoie des missiles. Tu m'envoies à ta population, je m'envoie à ta population. C'est pas plus compliqué. Moi, j'ai rien à faire, mais toi, t'as à faire. C'est aussi simple que ça. Et cette théorie s'est imposée à l'ensemble des acteurs. Et les événements d'il y a quelques jours, c'était la semaine dernière, l'ont démontré. Il y a eu une menace par rapport à l'intrusion des colons sur l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa. Les tensions ont été particulièrement fortes, des menaces ont commencé à flamber de 2 côtés, un seul missile a été lancé, les Israéliens ont bombardé des bâtiments de ville dans la bande de Gaza. Habituellement, les Israéliens, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de plus de vigueur, si j'ose dire, dans les sanctions contre la bande de Gaza. Quelle était la décision israélienne? C'était au contraire d'ouvrir les vannes pour les travailleurs et pour les passages. Alors que ça a été demandé depuis des années par les Gazaouis. Laissez-nous respirer. Et la réaction des Israéliens, en cachette, c'est au contraire ouvrir les vannes, parce qu'ils croient qu'à travers une solution économique, ça peut baisser la tension. Mais c'est mal connaître ce qui se passe à l'intérieur de ces territoires, même dans leur propre territoire, entre guillemets. Parce que les choses sont en train d'évoluer dans un sens
très négative pour la raison simple. C'est que le rapport de force géopolitique, c'est-à-dire dans ce que j'appelle moi la couronne qui est tout autour d'Israël, a changé de morphologie. Il y a 3 pays, en gros, qui entourent. Moi, je dirais 4. Le premier, c'est le Liban. La théorie de la terreur réciproque a très bien marché depuis 2006. Plus une seule attaque n'a été menée et assumée par les Israéliens en territoire libanais. Des opérations des services secrets, ça arrive, mais d'un côté comme de l'autre. Parce que les Hezbollah envoient aussi ces drones. C'est-à-dire, tu l'espionnes, je t'espionne. Le premier drone qui a été envoyé par les Hezbollah, il s'appelait Job. Ayoub. Oui, il a été très loin en territoire israélien, puis ils se demandaient, mais si c'était vrai ou faux, puis finalement, quand ils ont diffusé le vôtre, c'était vrai. Le deuxième état, c'est la Syrie. La Syrie, on va dire, oui, on a détruit son armée, etc. Ouais. Sauf que, comme vous n'avez plus rien à perdre, maintenant, vous êtes en train de reconstruire votre armée sur la base de la guerre asymétrique. C'est comme ça que la Syrie a pu reconquérir des territoires. Ce n'est pas l'armée syrienne en tant qu'armée syrienne qui a reconquis des territoires. Ce sont des milices qui ont été réorganisées afin de permettre au gouvernement syrien de reprendre l'essentiel de son territoire, mis à part la frontière nord du côté entre l'Irak et la Banque, qui se trouve une espèce de triangle entre l'Irak, la Syrie et la Turquie. Là où il y a une présence américaine, turque, enfin tout le monde est là, occidental, de temps à autre on voit les Français circuler dans le coin, mais en réalité, la reconquête de ces territoires n'a été faite que par une réorganisation totale des forces armées syriennes. Avec une intervention d'un acteur majeur, dont je parlerai dans quelques instants si vous me permettez, parce que je ne veux pas essayer d'empiéter sur le temps des autres. Et il reste la Jordanie. Et moi j'en rajouterai le quatrième, Gaza. Parce que Gaza aujourd'hui fait partie de cette couronne. Je me réfère à 2 choses. La première, c'est en 69, quand la mosquée Al-Aqsa a été brûlée, ou a brûlé. Dans ses mémoires, Ben-Alier, qui était le premier ministre israélien, elle a dit « J'ai passé une nuit blanche. Je me suis demandé si des millions de musulmans et d'arabes n'allaient pas débarquer chez nous, et déferler vers notre frontière et rentrer en territoire israélien. » Et le lendemain, rien ne s'est passé, et elle dit, maintenant, je peux dormir tranquille, parce que avec ça, personne n'a bougé, on peut tout faire. En filigrane, c'est ce qu'elle pensait. 60 ans plus tard, les choses ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, il y a une véritable menace de guerre régionale si on touche au caractère sacré de la mosquée d'Al-Aqsa et plus particulièrement de Jérusalem. Et c'est pour cela que j'ai dit Jérusalem est devenu un sujet brûlant. Ce qui me chagrine, moi, personnellement, c'est que ce sont ceux qui sont impliqués dès le début dans la légitimité palestinienne qui se trouvent dépassés aujourd'hui par ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire, même si aujourd'hui Arafat était encore vivant, il aurait été dépassé, si j'ose dire, par sa gauche ou par sa droite, comme on veut, en tout cas par la situation. Et parce que, encore une fois, quand vous n'offrez pas de solution et de perspective à une population, il est obligé d'en chercher une autre. Et j'ajouterai encore un mot par rapport à la nouvelle génération palestinienne. La nouvelle génération palestinienne, c'est une génération qui ne veut plus être humiliée. Ils ont vu leurs parents humiliés, ils ont vu leurs grands-parents humiliés, la jeunesse, qui a grosso modo entre 12 et 18 ans, même 20 ans, ne veulent plus de ça. On a pris à un moment donné l'exemple d'une jeune fille qui s'appelle Adet Tememi.
une belle blonde, tignasse rousse, exceptionnellement belle cette fille. On aurait pu imaginer que ce serait juste une seule fille. Ben non. Tous les jours, il y a des enfants, des gamins, des adolescents, des jeunes, qui se trouvent dans cette tranche d'âge de 12 à 20 ans, qui n'en peuvent plus. Et les autorités palestiniennes ne les voient plus, ne les contrôlent plus. Et c'est pour ça que je parle de la légitimité de l'autorité palestinienne, qui se trouve dépassée en réalité, au fond, par sa propre population. C'est mon point de vue. J'ai toujours dit que pour le Moyen-Orient, il y a toujours deux grilles de lecture, voire plus. La première grille, c'est la grille occidentale. Israël, c'est une situation sacrée, on n'y touche pas. Et tout ce qui est aux alentours, qu'ils crèvent, qu'ils vivent ou qu'ils fassent ce qu'ils veulent, on s'en fiche, mais vous ne touchez pas à ça. Ça, c'est la première lecture, et du coup, tout ce que vous pouvez dire, tout ce que vous pouvez faire contre Israël, qui menace sa sécurité, est considéré comme une atteinte au monde occidental. Ça, c'est la première lecture. Et du coup, l'information elle-même qui est construite autour de cela est faite ainsi. C'est-à-dire, il ne faut pas même diffuser cette information-là qui vont montrer Israël comme un acteur perturbateur, comme un acteur qui peut être à l'origine de déclenchement d'hostilité ou même de guerre beaucoup plus importante que l'on peut imaginer. Et vous avez la deuxième lecture, c'est la lecture qui se veut droit autonomiste, c'est-à-dire on va vous dire on va regarder les deux États, il y a eu une résolution de l'ONU, par conséquent l'État d'Israël on n'y touche pas, mais quel État d'Israël et sur quel territoire, et vous avez l'État palestinien, encore une fois, sur quel territoire, avec quelle population. Je veux bien aller jusqu'au bout dans les droits de l'homme. Accessoirement, je suis avocat, et quand on lit les règles de droit, une fois qu'on les a fixées, il y a une constitution, il y a un territoire, on fixe une population dessus et on le reconnaît d'une nationalité. Là, c'est plus le cas. Et vous avez la troisième lecture qui s'annonce et qui avance tout doucement. Et qui effectivement prend tout le monde de court, y compris le monde occidental, à tel point que John Bolton, le plus sioniste, si j'ose dire, de l'administration américaine, fait une déclaration à la radio de l'armée israélienne. C'est pas Nasrallah, c'est pas Khomeini, c'est John Bolton qui est connu pour être le plus israélien des Américains. Il dit la stratégie américaine, c'était à l'époque d'Obama, il dit la stratégie américaine sur Israël est en train de changer. Les mots ont un sens. Les mots ont un sens, parce que quand on dit les États-Unis sont en train de changer de stratégie, il n'a pas dit elles sont en train de changer de politique ou d'objectif. On change de stratégie. Il y a effectivement un sens. C'est quoi ce sens? Et après, le débat est libre. Jusqu'à maintenant, on considère Israël comme le gendarme du Moyen-Orient. À quoi sert un gendarme? Je parle devant un colonel de la gendarmerie. À quoi sert un gendarme s'il ne fait plus peur? S'il ne fait plus peur. Militairement, c'est la plus grande puissance, c'est indiscutable. Mais aujourd'hui, la guerre n'est plus une guerre classique. Aujourd'hui, la nouvelle guerre, ce sera une guerre asymétrique. C'est ce qui s'est passé dans le sud du Liban. C'est ce qui se passe actuellement avec la bande de Gaza, et c'est ce qui se passera, et tous les préparatifs, je peux vous le dire dès maintenant, tous les préparatifs à travers la frontière avec la Syrie se passent comme ça. Et d'ailleurs, les Israéliens ont bombardé plusieurs positions à cet endroit-là, et après ils ont regretté parce que finalement ils ont visé et des positions d'Hezbollah et des positions iraniennes, et alors, après il y a eu la revanche et la revanche réciproque, à tel point qu'ils ont dit non, on baisse les tensions et on ne se mange plus. C'est-à-dire, on sait que ce programme-là va servir, et les Israéliens sont les premiers à le savoir, c'est la raison pour laquelle ils cherchent à faire baisser la tension. Il reste quoi? Il reste donc la question, quelle nouvelle stratégie pour la région? Est-ce que les Américains vont lâcher Israël? Militairement, non. Mais, c'est une interrogation.
fournir des armes à un État qui ne peut plus assurer sa propre sécurité par son armée parce qu'elle n'est plus adaptée à la nouvelle situation. Et moi j'encourage les Palestiniens à se poser cette question-là. La question, est-ce que c'est une armée qui est susceptible ou capable de répondre aux défis nouveaux? C'est-à-dire une nouvelle guerre asymétrique sur plusieurs fronts. Ce sont des questions réelles et les Israéliens, y compris les services de sécurité, pas un seul chef du Mossad n'a été dans un sens contraire à ce que je viens d'indiquer aujourd'hui. C'est-à-dire, nous avons des menaces, le terme est important, des menaces existentielles. Quand vous avez plusieurs responsables israéliens qui utilisent ce terme-là, la menace existentielle, on ne se lève pas tous les matins en France pour dire qu'on a une menace existentielle, me semble-t-il. Quand des responsables d'un État, au plus haut niveau, disent que nous avons des menaces existentielles, c'est qu'il y a un vrai problème. Et ce problème-là, c'est cette nouvelle situation-là. Où la nouvelle guerre ne ressemblera plus aux autres guerres. Et que vous ne pouvez pas gagner. Ça veut dire, indirectement, vous allez la perdre. Je parle de bandits militaires de métier. La guerre que vous menez avec des objectifs que vous ne réalisez pas, ça veut dire que vous l'avez perdu. Et je pense que j'avais entendu le colonel Corvès dire pratiquement la même chose au cours d'interviews par rapport à 2006, par rapport à la guerre au Liban. L'armée israélienne est venue pour mener une guerre avec des objectifs, pas un seul. Pourtant, les objectifs ont baissé tous les jours d'un cran. Et pas un objectif n'a été atteint. Pas un seul. Alors qu'on m'explique comment on peut aujourd'hui dire qu'on peut gagner cette guerre-là. Si vous êtes obligé de demander vous-même, en tant qu'agresseur, de demander un cessez-le-feu. Moi, c'est comme demain, vous imaginez, la Russie en Ukraine, la Russie demande un cessez-le-feu. Ça vous paraît invraisemblable. Je pars, j'ai mon point de vue sur cette guerre, c'est pas le thème de débat aujourd'hui, mais imaginez que demain, Poutine décide, s'il vous plaît, il faut un cessez-le-feu. Vous dites, mais vous avez perdu la guerre, mon grand. C'est ça le sens. Et c'est ce qui s'est passé en 2006, et c'est ce qui se passera demain. Et par rapport à Gaza, c'est ce qui s'est passé en 2008. Et c'est ce qui se passera de nouveau. Parce que vous n'arrivez plus à avoir la main suffisamment forte pour gagner cette bataille-là. Et c'est là que je parle, moi, d'un changement stratégique qui va aboutir à ce que disent les Israéliens eux-mêmes, c'est-à-dire une menace existentielle. Et cette menace existentielle s'y prépare, et moi, mon point de vue, et là je reviens au thème du débat, Jérusalem serait le détonateur. Ça ne sera pas le motif réel, mais ça sera le détonateur. On va prendre ça comme prétexte. Une attaque quelconque, une agression, un bombardement ou que sais-je. C'est pour ça que je suis revenu à 69, à l'incendie de la mosquée d'Al-Aqsa. Imaginez que ça se reproduise aujourd'hui. Je ne veux pas dire que je mettrai ma main au feu, mais je n'en suis pas loin. Ça n'aura pas les mêmes conséquences. Et Golda Meir n'aura pas se retrouvera dans sa tombe en disant j'aurais dû quand même mâcher le mot avant de le dire. Avec un retard de 60 ans, certes, mais les choses ont changé, ont évolué. Voilà mon point de vue par rapport à la situation actuelle. Alors, pour le grand dessin, les Américains aujourd'hui disent le Moyen-Orient, si on peut siphonner, on siphonne, mais en réalité, leur stratégie n'est plus au Moyen-Orient. Leur stratégie au Moyen-Orient, qu'est-ce qu'ils vont y gagner? Rien. Ils sont retirés d'Irak, ils sont retirés d'Afghanistan. Pourquoi? S'ils avaient une stratégie offensive pour cette région-là, ils ne quitteraient pas cette région-là. Ils gardent quoi? Des bases au Qatar, en Arabie Saoudite. Ça sert à quoi? Pour s'en prendre à l'Iran? Ils sont en train de conclure un accord avec l'Iran. Ça prendra quelques jours, quelques semaines, ça sera sur des détails. Mais la question par rapport à la stratégie mondiale, aujourd'hui se décide par rapport aux Américains,
parce qu'on n'a plus d'autres puissances qui sont capables de décider sur cette région-là, les Américains n'ont plus de stratégie pour le Moyen-Orient. Parce que toute leur stratégie, c'est-à-dire ce qu'on appelait le chaos constructeur, tellement promu, si j'ose dire, par Condoleezza Rice et l'administration américaine, a échoué. Et il y a eu un chaos, certes, mais il n'a pas été constructeur en faveur des Américains. On a vu que toutes les règles du jeu au Moyen-Orient se sont retournées contre les Américains. L'Irak aujourd'hui est en train de basculer totalement du côté d'Iran. La Syrie a plus que basculé du côté d'Iran. Le Liban a basculé du côté d'Iran, de toute façon il basculera davantage. Même les chrétiens du Liban basculeront également du côté de l'Iran. Pourquoi? Parce que quand vous affaiblissez une population, quand vous la privez de tout moyen de subsistance, qu'est-ce qui reste? Encore une fois, vous les privez de toute perspective. Le Libanais aujourd'hui n'a plus de perspective. Quelle est sa perspective? Même pas de remplir son plein d'essence, même pas pour aller acheter du pain. C'est ça la réalité. Les Syriens sont pareils. Ils n'ont qu'une seule chose, c'est de se ramener dans ce conflit qui ne peut que les faire grandir, qui ne peut les faire pousser dans le sens où, perdu pour perdu, je me suis jusqu'au bout. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce dessin-là, bien entendu. C'est dans le débat, mais encore une fois, ce qui me chagrine, encore une fois, c'est que l'institution, je dis bien l'institution palestinienne, pas la population, n'ait pas pris la mesure de la chose, en tout cas, je souhaite le contraire, je peux me tromper, n'ait pas pris la mesure de la chose et n'ait pas même anticipé pour, au contraire, absorber cette résistance et la faire rentrer dans une autre voie afin d'offrir une perspective à cette population. En la privant de cette perspective, en la privant d'un appui politique, il y a une forte chance qu'elle bascule du côté de ceux qui se battent. On peut ne pas être d'accord avec eux, on peut ne pas être d'accord avec certaines de leurs actions, tout est possible, mais la population pense autrement. La population pense autrement. Nous, de l'autre côté de la frontière, on peut dire bien, pas bien, le Hamas, etc. Ou on peut dire, comme ce qui se dit au sein de l'Europe, ça c'est une organisation terroriste, ça c'est une organisation terroriste, on donne des qualificatifs à gauche, à droite pour les uns et pour les autres. Même à l'intérieur de Hezbollah, on dit le Hezbollah politique c'est permis, mais le Hezbollah militaire c'est pas permis, c'est terroriste. Alors moi, je connais suffisamment, si j'ose dire, pour être de cette population, et il n'y a pas de distinction. Aucune distinction entre politique et militaire. Alors, faire cet amalgame avec ce distinguo absurde, pour ne pas dire diplomatiquement stupide, ça aboutira tout simplement à une seule chose, c'est renforcer cet axe-là, que j'appelle, moi, dans mon livre, je l'appelle l'axe de l'espoir, on l'appelle l'axe de la résistance, mais en réalité, cet axe ne peut que devenir plus fort parce qu'il n'a plus d'autre perspective que d'aller dans cette bataille qui s'annonce. Alors, quand je discute avec des amis juifs qui sont plus proches d'Israël, jusqu'à maintenant, je le dis, c'était entre 20 et 30 ans. Maintenant, je leur dis, c'est probablement moins de 10 ans. Point d'interrogation, je vous laisse réfléchir.